Âme d'Occident de Anatole Lebras. Première édition 1911. Le trésor de Noël à Madame George Robert Lefort. Le trésor de Noël 1. C'était aux approches de Noël. J'avais alors dans les 10 ans et je commençais mon rudiment de latin sous les auspices du recteur de Ploumilio, lequel n'était autre, s'il vous plaît, que messire Yves-Marie Victor de Villiers de l'Isle-Adam, le propre oncle de l'écrivain. Voici beau temps que le saint homme repose dans le sein de Dieu pour m'exprimer comme son épitaphe. À l'époque dont je parle, c'était un vieillard de haute stature, aux larges épaules à peine voûtées, avec une tête léonine, un nez impétueux et des yeux étranges. Des yeux à éclipse, en quelque sorte, comme certains phares. Des yeux dont on eût dit que le pouvoir éclairant se résorbait par intervalles pour rayonner l'instant d'après d'un feu plus vif et plus pénétrant. Tandis que j'écris ces lignes, j'ai l'impression qu'ils me regardent encore du fond de ce lointain passé. Il y avait en eux de la tendresse et de la malice, de l'ironie et de la bonté, tout cela mêlé d'un je ne sais quoi d'énigmatique, d'indéfinissable, qui troublait. Allons, conclut-il ce soir-là, lorsque nous eûmes fini d'abattre un chapitre de l'épitome. Tu t'en es tiré fort congrument. Cours d'une traite prévenir chez toi que je te garde à souper. Dans nos campagnes bretonnes, on ne dîne pas, on soupe. Et toutes les fois que le vieux prêtre gentilhomme était satisfait de mon travail, il commandait à la servante, Anna Berricotte, de mettre mon couvert. Je ne concevais pas qu'il pût y avoir de récompense plus agréable. Ces repas du presbytère m'enchantaient. Malgré les remontrances, souvent trop justifiées, de la sage Anna Berricotte, le recteur tenait volontiers table ouverte. Plus il avait de convives, plus il était ravi. Presque tous étaient comme moi des invités de la dernière heure, des invités de raccro. Il les avait recrutés de ci de là, dans la rue, à l'église, voire au confessionnal. D'aucuns se présentaient in extremis sans avoir été priés. Ils n'étaient pas les moins bien accueillis, ni non plus les moins divertissants. Ils arrivaient sous prétexte d'une communication à faire à monsieur le recteur et, invariablement, monsieur le recteur les poussait devant lui dans la salle à manger en disant d'un ton paterne « Entrez donc, vous m'expliquerez ça, la fourchette en main ». Elle était intimidante au premier aspect, cette salle à manger, avec ses austères boiseries de chêne où, dans des cadres dédorés, jaunissaient des portraits de papes. Mais l'apparente sévérité des choses se fondait vite à la belle humeur des gens. J'ai vu défiler là des types extraordinaires, toute une Bretagne délicieuse et cocasse que l'avenir ne connaîtra plus. Moi-même, je la croyais effacée de ma mémoire, et voici que les noms me reviennent soudain, avec les figures. C'est Jean-Louis Ropars, le chef cantonnier, qui discourait les paupières mi-closes, d'une voix caverneuse de conspirateur. C'est Milio Boubenec, le buraliste, un vétéran de la guerre d'Italie, qui, à cause d'un coup de sabre attrapé à Solferino, avait l'air d'avoir 2 bouches et n'ouvrait jamais la véritable sans tonitruer aussi fort que s'il en avait eu 4. C'est Benjamin K., surnommé l'Empereur, parce qu'il faisait partie de l'équipage de la Belle Poule, quand elle ramena en France les cendres de Napoléon. Pensionné de l'État, médaillé de Sainte-Hélène, l'empereur avait adopté, pour occuper ses loisirs et gagner, comme il disait, son argent de tabac, la spécialité d'annoncer les enterrements, tâche dont il s'acquittait avec entrain, qui n'avait, en vérité, rien de funèbre. C'est, mais je n'ai pas promis, de les dénombrer tous. Reprenons où j'en étais resté. 2. Je n'avais fait qu'un saut jusque chez moi, et, avant que M. de l'Isle-Adam eût terminé le bénédicité, j'étais de retour au presbytère. Une dizaine de bonnes têtes réjouies couronnaient la table, ennuagées à demi par les fumées du potage, et semblables, dans la tremblante clarté des chandelles, à autant de rouges levées de lune derrière un voile léger de vapeur. Le recteur présidait un peu distrait, un peu distant, à son habitude, et se bornant à encourager d'un sourire énigmatique comme son regard, les divagations tout de suite abondantes de ses commensaux. La conversation, après avoir dessiné quelques méandres autour des derniers potins de la chronique locale, roulait maintenant à plein bord sur la grande solennité prochaine et sur les liesses nocturnes, par lesquelles toute la région s'apprêtait à célébrer la naissance du Sauveur. Puis,
Remontant le cours des souvenirs, elle rebroussa chemin vers les Noëls d'antan. « Ah, si vous aviez été sur la Belle Poule, entama l'empereur. Une nuit de Noël douce et tiède, mes amis, comme chez nous, la nuit de la Saint-Jean. » Mais il l'avait débité 20 fois, cette histoire d'un réveillon sous les tropiques. On en savait les termes par cœur. « Oui, c'est entendu. Vous mîtes la Belle Poule au pot !» clama l'organe retentissant du buraliste qui avait des lettres. Il y eut un accès de grosse hilarité que l'empereur partagea, encore qu'il se plaignît de l'incivilité avec laquelle on lui coupait la chique. Moi, insinua le chef cantonnier, que ses factions solitaires le long des grandes routes inclinaient aux graves songeries, je déplore que la nuit de Noël ne soit plus, comme dans les âges qui nous ont précédés, la nuit des miracles. Que voulez-vous dire par ces paroles ? Demanda le vicaire de Saint-Michel-en-Grève, un invité exotique dont j'avais l'honneur d'être le voisin de droite. Dame, exhala Roparce, en baissant à la fois le ton et les paupières, comme s'il se fût agi d'une révélation d'où dépendit notre sort à tous, vous avez certainement ouï conter à nos anciens que, pendant la nuit sainte, les bœufs étaient autorisés à bavarder entre eux dans le langage des hommes. Eh bien, il faut croire qu'ils ont abusé de la permission et qu'elle leur a été retirée, car dorénavant, ils n'articulent plus une syllabe. Quelqu'un objecta. Auriez-vous donc vérifié la chose, Jean-Louis ? Parfaitement, et par 3 Noëls consécutifs, et dans 3 étables différentes. Et vos oreilles n'ont rien perçu ? Rien. Quoi ? Ricana, le notaire Landouard, qui, peureux comme un lièvre, jouait volontiers l'esprit fort. Il ne s'est pas trouvé un de ces animaux pour chuchoter, en bon breton de Tréguier, à son camarade, si nous plantions nos cornes dans le derrière de cet imbécile de Jean-Louis Roparce, qui est décidément plus bête que nous ? Non, pas même cela, monsieur Landouard, et pourtant je me serais tenu pour édifié si seulement ils avaient parlé en mauvais français de notaire. Mouche ! S'écria Miliau le balafré, heureux de marquer le coup. Jonatas Morvan, le marguillier, plus communément désigné par le sobriquet de Micamo, du nom de sa boisson favorite, un mélange de café, de vin et d'eau-de-vie, introduit en Bretagne par les maquignons normands. Jonatas Morvan, qui jusqu'alors n'avait desserré les dents que pour mâcher, estima sans doute le moment opportun de faire, lui aussi, sa déclaration de principe. C'est comme le trésor de Noël, nasilla-t-il, car il était affligé d'un rhume de cerveau qu'on disait héréditaire dans sa famille. Vous savez bien, ce fameux trésor dont les commères affirment qu'on l'entend dirlinguer sous terre, avec un clair bruit de pièces d'or, à tous les croisements de chemin. Vous êtes censé n'avoir qu'à le cueillir pour peu que vous soyez sur la place quand tinte la clochette de l'élévation à la messe de minuit. Une année, je résolus d'en avoir le cœur net, moi qui vous parle. Donc, je me rendis au carrefour de Nisilzy, et là, durant 2 heures, messieurs, oui, 2 heures d'horloge, je demeurai couché à plat ventre dans la neige. Le sang me bourdonnait aux tempes comme un rucher d'abeilles, mais ce fut tout ce que j'entendis. C'est là que vous vous serez enrhumé pour le reste de vos jours, observa, d'un ton de commisération hypocrite, Modeste Germer, le secrétaire de mairie. Micamo haussa les épaules. À d'autres, le trésor de Noël. Il n'y a pas de trésor de Noël. Au bout de la table, les yeux à éclipse de M. de l'Isle-Adam brillèrent d'un éclat glauque. « Vous l'avez cherché, Jonatas, dit-il, et vous ne l'avez pas trouvé. Je sais quelqu'un, moi, qui l'a trouvé, précisément parce qu'il ne le cherchait pas. » Il se fit à ces mots un silence presque religieux. Tous les visages s'étaient tournés vers le recteur. Il commença. 3. Le pays de Maël Pestivien, où je suis né, est une contrée rude, pierreuse et pauvre, située à quelques 12 lieues d'ici, dans ce que vous autres, gens des Basses-Terres, vous appelez la montagne. Par une de ces lisières, il touche à la forêt de Portuault, où la reine Anne, de précieuse mémoire, avait jadis une de ses chasses. Moi-même, dans ma jeunesse, j'y allais souvent courre le gros gibier. Ce fut ainsi que je nouai connaissance avec Jérôme Garel. Jérôme Garel, mon cadet de 18 mois, était un beau garçon bien découplé, frais, souple et droit, comme un plant de futaie. À demi bûcheron, à demi braconnier, il vivait de hasard et de liberté. Toujours rôdant, toujours furetant, il n'y en avait pas 2 à posséder comme lui le sous-bois. Un soir que nous avions battu les halliers ensemble et que, dans notre ardeur, nous nous étions laissés surprendre par la nuit, il me proposa l'hospitalité dans sa hutte. J'acceptai,
Nous dormîmes côte à côte sur le même lit de feuilles. À partir de ce moment, il considéra qu'il existait entre nous un lien sacré. Lorsque je m'éloignais le matin dans la rosée, il me dit, en me secouant le poignet, « Je suis dur à l'apprivoisement, mais quand ça y est, pour de bon. » Sur ces entrefaites, cédant un peu tard à l'appel de Dieu, je décidai d'entrer dans les ordres. Je quittai la maison paternelle pour le séminaire, et ce fut seulement au bout de 5 années que je reparus à Maël-Pestivien. J'y venais célébrer ma première messe au grand autel de la paroisse, un dimanche, 22 juin. Parmi les personnes qui, à cette occasion, voulurent recevoir la communion de ma main, je distinguai immédiatement Jérôme à son épaisse toison frisée, noire comme un buisson de mûr, effleurant la senteur mouillée des bois. Je comptais le revoir à la sortie de l'église, mais je ne réussis point à le découvrir. Effarouché par la foule qui me faisait cortège, il avait dû s'esquiver. Je m'arrangeai le lendemain pour aller le relancer jusque sous les ombrages de sa forêt. Il avait abandonné son ancien logis et j'eus toutes les peines du monde à le joindre. Lorsqu'enfin je l'eus déniché dans sa nouvelle cache, bâtie au sommet d'une éminence d'où l'on embrassait un large panorama de fermes et de cultures, je remarquai dès l'abord dans ses traits une altération qui, la veille, ne m'avait point frappé. Il avait les joues hâves, les orbites creux, le front barré d'un pli. Impossible de douter que le fier sauvageon en pleine pousse ne portât au flanc quelque blessure secrète, par où sa sève coulait. Les démonstrations de joie avec lesquelles il m'accueillit ne me donnèrent pas le change. « Ça, lui demandai-je brusquement, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? »« Moi, fit-il, devenant tout pâle, oui, toi, Jérôme Garel, je suis sûr que tu as de grosses peines. Qu'attends-tu pour me les confier? » Il baissa la tête, 2 larmes tombèrent, comme 2 gouttes de pluie à ses pieds. « Ce n'est pas des choses à dire à un prêtre, monsieur de l'Isle-Adam. »« Tu te trompes, Jérôme. Nul n'a plus que le prêtre qualité pour tout entendre. » Il m'entraîna vers le seuil de la hutte et, me désignant du doigt une des fermes éparses dans la vallée, « Vous voyez la fumée qui monte de ce toit de tuiles. C'est pour la regarder monter ainsi, matin et soir, que j'ai établi mon domicile sur cette hauteur. » Alors, en phrases gauches et plaintives, entrecoupées de sanglots, le malheureux forestier épancha son cœur dans le mien. Depuis 2 ans déjà, il aimait Catherine Calac, l'héritière de Rosevilliou, et avait toute raison de s'en croire aimé. Seulement, voilà, il y avait Calac père, un homme serré, têtu, qui, parce qu'il payait à mon père à moi 400 écus de fermage, méprisait en Jérôme Garel le vagabond des bois, le sans-terre et le sans-gîte, n'ayant pour dot que ses yeux clairs, ses poings musclés et sa bonne hache d'abatteur d'arbres. Le vieux Grigou a juré devant Catherine qu'il lâcherait ses chiens sur moi, si je m'aventurais encore à la brune aux alentours de l'habitation. Je suis pourtant un chrétien comme les autres, n'est-il pas vrai, monsieur de l'Isle-Adam? Je ne suis pas un loup. Ici, la salle fut ébranlée par un formidable 1000 millions de tonnerres, qui dut scandaliser, dans leur cadre, les portraits des papes. Ça m'a échappé, monsieur le recteur, s'excusa le buraliste aux poumons d'airain. Mais aussi des ostrogoths comme ce Calac, on devrait en faire de la ratatouille. L'incident avait permis au vieux prêtre de reprendre haleine. Il poursuivit. 4. La douleur de ce pauvre garçon me navrait. J'eusse souhaité de lui venir en aide. Mais comment? Veux-tu, lui demandai-je, que je prie mon père d'intercéder pour toi auprès de son fermier de Rosevilliou? Il se redressa de toute sa taille. Jamais de la vie. Je n'entends pas que mon secret court la plaine et que les valets de charrue fabriquent des chansons avec mon désespoir. Non, je tiens à faire mes affaires moi-même, monsieur de l'Isle-Adam. Et s'il faut que je perde la bataille, eh bien, il me restera la fontaine de minuit. La fontaine de minuit? Qu'est-ce à dire, Jérôme? Me récriai-je avec sévérité, m'imaginant qu'il parlait d'attenter à ses jours. Oh, ce n'est pas ce que vous pensez, protesta-t-il. Et, esquissant un sourire triste, c'est vrai, les gens de Maël ne connaissent ni l'existence, ni les vertus de cette source. Les 3/4 des forestiers les ont eux-mêmes mises en oubli, et je les ignorerais sans doute pareillement si Monna Kerdudo, la sorcière du bois, qui m'a tenu sur les fonds baptismaux, ne me les avait enseignés. Et quelles sont ces vertus? Il me prit la main et murmura « Espérons que je ne serai pas obligé d'y avoir recours. Mais si, contre ma plus chère attente, j'étais réduit à cette nécessité, n'ayez crainte, monsieur de l'Isle-Adam, vous en seriez le premier averti. » Nous nous quittâmes là-dessus.
Ceci, ai-je dit, se passait en juin. De tout l'été, de tout l'automne, je n'eus aucune nouvelle de mon étrange ami. Mais un après-midi de décembre, comme je me promenais en lisant mon bréviaire dans une des avenues du manoir familial, je perçus soudain derrière moi le froissement d'un pas furtif parmi les feuilles mortes. Je me retournai, c'était Jérôme Garel qui me rendait visite et qui, par discrétion, pour ne pas interrompre ma lecture, avait ôté ses sabots. Je constatai avec compassion qu'il avait encore maigri depuis notre rencontre. Sa mine était d'un homme exténué. Sous sa veste en peau de bique, ses os saillaient. Je m'abstins de toute question. Ses yeux me remercièrent de mon silence. « Monsieur de l'Isle-Adam, dit-il, j'ai un grand service à vous demander. »« Parle, Jérôme. »« Voici, dans 10 jours, ce sera Noël. Puisque vous n'êtes, pour le présent, attaché à aucune paroisse, vous plairait-il de nous donner une messe de minuit en forêt, à nous, les gens des bois, qui ne sommes non plus les paroissiens de personne. Nous avons dans le ravin de Kerdenan une chapelle de Saint-Barnabé, où, depuis les temps de la chouannerie, il n'a pas été célébré d'office. La toiture, il est vrai, n'est pas en très bon état, mais il ne manque pas une pierre à l'autel. Ce sont tes camarades, les bûcherons, qui ont eu cette idée ? Oui, non, moi et mes camarades, monsieur de l'Isle-Adam. Je vais vous expliquer. La chapelle de Saint-Barnabé est construite juste au-dessus d'un souterrain où coule une fontaine. La fontaine de minuit, je gage. C'est son nom. Et alors ? Alors, autrefois, du temps que la chapelle avait son chapelain, il suffisait d'une goutte d'eau puisée à cette fontaine, la nuit de la Nativité, pendant la sonnerie du Sanctus, pour guérir à jamais de leur mal ceux qui souffraient d'un amour contrarié. Monna Cardudo m'a certifié que, si toutes les anciennes conditions étaient remplies à nouveau, la propriété que la source avait jadis, elle l'aurait encore. Il y avait dans sa voix, dans son regard, dans son geste, une supplication si ardente que je ne tergiversai pas une minute. Et, sans même réfléchir que je me faisais peut-être, moi, soldat du Christ, le complice de quelque antique superstition païenne, je répondis « Tu peux annoncer à tes camarades que j'officierai dans la chapelle à la date fixée. » Le recteur s'arrêta un instant, ses prunelles s'éteignirent, puis se ravivèrent. Il reprit. 5. Je me rappellerai jusqu'à l'heure de ma mort cette messe de minuit chez les forestiers. Avec ses murs délabrés, ses pierres disjointes, les touffes d'herbes, de saxifrages et de cochléaria qui poussaient dans les interstices, l'humble chapelle rustique avait tout l'aspect d'une crèche à l'abandon. Le Rédempteur eût pu la choisir pour y naître. Par les lambris crevassés de la voûte, on voyait étinceler dans l'azur frissonnant du ciel d'hiver les piqûres diamantées des étoiles. Une surtout resplendissait d'un éclat fantastique. Celle-là sans doute qui conduisit à l'étable de Bethléem les bergers galiléens. L'assistance elle-même avait quelque chose de pastoral et de biblique. Une trentaine d'hommes, vêtus de peaux de bêtes, la composaient, âmes primitives et un peu sauvages, comme leur équipement. Ils étaient accourus par les pentes obscures, à la trouble clarté de leurs lanternes de fer-blanc, munies d'un carreau de corne. D'aucuns avaient amené leurs femmes et leurs enfants. Tous adoraient, à voix basse, en un fredon indistinct et très doux que prolongeait au dehors la rumeur de l'immense forêt murmurante, comme si elle eût prié avec ses fils. Jérôme Garel, lui, brillait par son absence. Mais, à l'autre extrémité de la chapelle, sous le porche, Monna Cardudo était à son poste, ses doigts griffus de fée des bois cramponnés à la corde de la cloche. Il fallait en vérité qu'elle fût d'un chanvre solide, cette corde, puisqu'elle ne resta pas aux mains de la vieille sorcière quand j'élevais l'hostie au-dessus des fronts prosternés. Monna Cardudo, vous avez une façon de sonner le Sanctus qui eût plutôt fait penser au tocsin. L'office terminé, je m'acheminais pour dépouiller mes ornements sacerdotaux vers une espèce de réduit pratiqué à droite du chœur en guise de sacristie, lorsque je me trouvai subitement en face de Jérôme Garel, surgi je ne savais d'où. Il était haletant, il riait et pleurait à la fois, sans pouvoir articuler une parole. Enfin, il balbutia « Un miracle, monsieur de l'Isle-Adam, un pur miracle !» Je crus qu'il avait l'esprit dérangé. « Non, non, protesta-t-il, je ne suis pas fou. » Et dès que j'eus quitté mon surplis, « Venez, vous jugerez vous-même. Par ici, » dit-il en projetant devant lui vers le sol la lumière du fanal qu'il portait.
Une ouverture béante se creusait là, presque à nos pieds, donnant accès dans un escalier de granit, dont les marches moussues allaient se perdre au sein de la terre, sous la chapelle. Je m'y enfonçai à la suite du forestier et pénétrai, guidé par lui, dans une manière de crypte, toute tapissée de fougères et de scolopendres. Une fontaine ténébreuse en occupait le milieu, encadrée de larges dalles, la plupart à demi descellées. Jérôme s'agenouilla sur l'une d'elles. Voilà comme j'étais, il n'y a qu'un instant. J'avais fait le signe de la croix, dit adieu à Catherine, épuisé, au sanctus sonnant, le philtre d'oubli qui allait l'arracher de mon cœur, puisque cependant son père refusait de consentir à ce qu'elle fût mienne. Tout à coup, au moment de boire, patatras, c'était cette dalle qui venait de basculer sous moi. Tenez, monsieur de l'Isle-Adam, comme ceci. Je laissai échapper un cri de stupéfaction. La pierre, en se renversant, avait mis à découvert un véritable monceau d'or. Pour me prouver que nous n'étions ni l'un ni l'autre les jouets d'une hallucination, le forestier plongea les mains dans le tas. Les jaunets tintèrent. Quand je vous le disais, monsieur de l'Isle-Adam, que vous aviez opéré un miracle. Debout, maintenant, Jérôme Garel me dévisageait d'un air de triomphe. Il n'y a de miracle que d'en haut, répondis-je. Muré dans son idée, il rétorqua. Celui-ci ne se serait pas accompli sans votre intercession et celle de saint Barnabé. Dans les dictons de Monna Kerdudo sur la fontaine de minuit, il n'a jamais été question d'un trésor caché sous la margelle. Donc, tu ne voudrais pourtant pas que cet or eût poussé là d'aujourd'hui, comme champignons en cave. Eh, monsieur de l'Isle-Adam, la nuit de Noël a vu de plus étonnantes merveilles, m'opposa Jérôme avec simplicité. Je m'étais penché pour examiner de près sa trouvaille. Les pièces, à l'effigie de Louis XV et de Louis XVI, abondaient. Mais comme dans le nombre figurait en outre un lot assez considérable de souverains anglais, je n'eus guère de doute sur la provenance de toute la somme. Mon père, qui, dans la guerre chouane, avait commandé un corps de partisans, m'avait souvent parlé de cachettes de ce genre, où l'on enfouissait, à l'abri des perquisitions révolutionnaires, les subsides envoyés par les princes. C'était même sa tarentule, à ce cher homme, de s'imaginer qu'il y en avait plusieurs d'intacts dans nos parages. Celle que j'avais sous les yeux lui donnait pour une fois raison. Je me relevai en bénissant les mystérieux desseins de la Providence qui faisaient servir l'argent des rois à réaliser le rêve d'un bûcheron. Jérôme attendait, anxieux. C'est de l'or chrétien, n'est-ce pas, monsieur de l'Isle-Adam? De bel or de Noël, et qui ne doit rien à personne. Oui, mon garçon, ramasse-le, il est à toi. Tâche d'en tirer du bonheur pour le reste de tes jours, et ne manque pas de payer une toiture neuve à la chapelle de saint Barnabé. Il eut je ne sais combien de louis à se fourrer dans les poches. 6. Exactement 440, monsieur de l'Isle-Adam, lança joyeusement une voix qui n'était celle d'aucun des convives. Tous nous sursautâmes sur nos chaises. Passionnément attentifs au récit du vieux prêtre, nous n'avions pas entendu la porte de la salle à manger s'ouvrir, ni le visiteur inconnu entrer. Celui-ci était un paysan d'une 60aine d'années, vert encore sous ses cheveux noirs à peine tramés de quelques fils d'argent. Son petit chapeau rond, noué d'un lacet en guise de jugulaire, sa veste courte, en berlinge roux et ses guêtres de toile bise décelaient un montagnard de l'arrée. « Parbleu !» s'écria le recteur en se levant, c'est le cas de le dire avec le proverbe que, quand on parle du loup, on en voit la queue. On voit même le loup tout entier, n'est-ce pas, monsieur de l'Isle-Adam? Et répliqua l'homme en promenant sur nous son clair regard. Viens ça près de moi, fit le recteur, et, se tournant vers le marguillier, Jonatas Morvan, voici un camarade devant lequel il serait imprudent d'affirmer qu'il n'y a pas de trésor de Noël. Puis, s'adressant à toute la table, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter maître Jérôme Garel, époux de dame Catherine Calac, et propriétaire en titre de Rossevillioù. Comment vont tes 12 fils, ô patriarche? Bien, c'est le plus jeune Benjamin qui cette année a tué le chevreuil. Ah, c'est vrai, s'exclama le prêtre, j'ai omis de vous l'apprendre, messieurs. Depuis la fameuse nuit dans la forêt de Portuo, il ne se passe point de Noël que le braconnier d'autrefois ne m'apporte en offrande un chevreuil commémoratif. Et, pour demeurer fidèle à ses habitudes, monsieur de l'Isle-Adam ne manqua pas d'ajouter: j'espère, messieurs, que nous aurons le plaisir de le manger ensemble.